Chers amis, bonjour, bienvenue sur 3P2C pour cette capsule vidéo qui concerne la propagation de la lumière et les lois de Descartes. Nous sommes typiquement sur le programme de classe de seconde. La question par laquelle je voudrais démarrer est celle-ci. Vous avez ici un crayon qui est dans un verre rempli d'eau. Comment se fait-il que, et surtout ça dépend de l'angle sous lequel on regarde, comment se fait-il que le crayon nous apparaisse plus ou moins cassé? Donc je pense que vous avez fait moult fois cette expérience. Qu'est-ce qui fait que le crayon est cassé? Alors pour cela, on va revenir sur les lois de propagation de la lumière, on va utiliser les lois de Descartes, et nous allons peut-être pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, nous savons depuis le collège que la lumière se propage en ligne droite à condition qu'elle soit dans un milieu transparent. Alors transparent pour nous ça tombe sous le sens, mais transparent ça n'est pas qu'un mot de l'usage de la vie quotidienne, mais c'est un mot tout à fait scientifique qui veut dire que c'est un milieu dans lequel les ondes visible, donc la lumière visible, peut se propager. Et puis, un milieu homogène. Un milieu homogène, c'est un milieu dans lequel les propriétés physiques ne varient pas. Pour le dire plus simplement, vous prenez une zone de l'espace dans laquelle le matériau est le même, la température est la même, la pression est la même. Si vous êtes dans un liquide, la concentration en sel ou en sucre dans ce liquide par exemple est partout la même, etc. Il n'y a rien qui varie dans le milieu que vous étudiez. Donc dans ce cas-là, la lumière se propage d'un point A à un point B en ligne droite. La vitesse de la lumière dans le vide est à connaître par cœur, 300 000 km par seconde, ou bien en notation scientifique et en mètres par seconde, 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. On a revu cette base-là, on sait les deux conditions, milieu transparent et homogène. Maintenant, si le milieu n'est pas homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a des choses dans le milieu qui vont varier. Ce sera le matériau, peut-être qu'on va passer d'un matériau à un autre. Par exemple, pour notre verre d'eau, ici, la lumière, soit qui rentre ou bien la lumière qui sort du verre d'eau, ici, elle était d'abord dans l'eau et puis elle passe un petit peu dans le verre puis après elle passe dans l'air, donc il se passe des choses à ce niveau-là. Ou bien il y a quelque chose qui fait que vis-à-vis de l'optique, vis-à-vis de la propagation de la lumière, le milieu change. Alors on va prendre typiquement une situation dans laquelle il y a une séparation dans le milieu avec ici le milieu au-dessus et le milieu en dessous, et on va dire qu'ils sont différents. Pour dire qu'ils sont différents, ils vont être caractérisés par une grandeur numérique qu'on va développer tout à l'heure, qu'on va appeler l'indice du milieu ou indice optique, qui ici vaut N1 et ici vaut N2. Descartes, dans ces trois lois, va nous dire précisément trois choses. La première, c'est que si un rayon incident vient frapper ici la surface de séparation entre les deux milieux, il va y avoir deux rayons issus de cette incidence ici, un premier rayon réfléchi et un autre qui sera réfracté. Donc une partie ne rentre pas dans l'autre milieu et est réfléchie, et une autre va rentrer dans le milieu mais n'aura plus le même angle. Ces trois rayons sont dans le même plan, pour nous, le plan du tableau. C'est la première loi de Descartes. La deuxième loi de Descartes relative à la réflexion, pour nous, elle est simple, elle est intuitive. L'angle que fait le rayon avec la perpendiculaire à la surface de séparation, donc on appelle ici la normale, l'angle ici I1 est égal à l'angle que fait le rayon réfléchi avec la normale I1'. I1' égale I1. La loi de Descartes pour la réfraction est un peu plus compliquée. Elle nous dit que le produit de l'indice avant l'incidence multiplié par le sinus de l'angle avant ici
donc l'angle incident, est égal à l'indice multiplié par le milieu, multiplié par l'angle dans le deuxième milieu. D'accord? Indice fois sinus de l'angle avant égale indice fois sinus de l'angle après. D'où est-ce que ça vient? Alors, j'avais envie de faire une petite remarque qui est légèrement hors programme, mais on a quand même besoin de savoir d'où vient cette affaire. Vous connaissez sans doute la problématique du sauveteur qui doit aller au secours d'une victime qui est en train de se noyer ici. Alors, c'est une victime, mais elle est encore en train de se débattre, enfin bref. Donc la situation est terrible. Il a, on va l'appeler Alfred. Alfred a sur le sable une certaine vitesse, qui est une vitesse de course V1. Dans l'eau, il nage très vite, d'accord, mais dans l'eau, il va quand même moins vite que quand il court sur le sable, d'accord. Il nage à la vitesse V2. Va-t-il aller en ligne droite? Eh bien, si il veut prendre non pas forcément le chemin le plus court, mais le chemin le plus rapide, il a intérêt à passer plus de temps dans le milieu où il va plus vite et moins de temps dans le milieu où il va moins vite. Donc, il ne va pas partir en ligne droite comme ceci, mais il va se rapprocher de la verticale du point B et ensuite rentrer dans l'eau. Il nous suffit pour retrouver en fait la loi de Descartes. Alors évidemment, ce n'est pas un rayon lumineux, mais c'est quand même la même problématique. Dès qu'on veut avoir le chemin, pas le plus court, mais le plus rapide, eh bien, ici, vous faites la perpendiculaire à la ligne de vague, et vous tracez ici l'angle I1, ici l'angle I2, et par un petit calcul de géométrie et de vitesse, vous allez, figurez-vous, retrouver exactement cette même relation à condition de définir l'indice du milieu comme étant le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière qu'on prend égale à celle de notre sauveteur, ici sur le sable et ici dans la mer. Donc à condition de définir un indice comme étant le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu, eh bien on retrouve exactement cette loi ici. Cette loi est à connaître et elle est surtout à savoir utiliser. Alors une remarque pour essayer de sentir un peu les choses, d'intuiter un peu les choses par rapport à un problème que vous pourriez avoir à résoudre. La première, il y a une réflexion de type mathématique. Vous avez le produit entre deux grandeurs ici, qui est égal au produit entre deux autres grandeurs. Donc c'est une égalité du type A1 fois B1. Si ici, par exemple, j'ai A1 qui vaut N1 et B1 qui vaut sinus I1, A1 fois B1 égale A2 fois B2. Vous avez un produit qui est égal à un autre produit. Que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, si j'ai cette grandeur ici, qui est plus petite que celle-ci, forcément, pour maintenir l'égalité, vous avez celle-ci qui doit être plus grande que celle-ci. D'accord? B1, si A1 est inférieur à A2, B1 est supérieur à B2. De la même manière, si on reprend notre loi de Descartes, si N1 supérieur à N2, alors j'ai sinus I1 qui lui est supérieur à sinus I2, et donc, ça c'est propriété de la fonction sinus, j'ai I1 qui est supérieur à I2. C'est ici notre cas. Par exemple, ici, un rayon de lumière qui est dans l'air va pénétrer dans l'eau, eh bien, ce rayon va se rapprocher de la normale. J'ai I1 qui est supérieur à I2. Pourquoi? Parce que j'ai N1 qui est inférieur à N2. En fait, avec cette définition-là, on voit que plus l'indice est élevé, plus la vitesse de la lumière dans le milieu est faible. Par exemple, dans le plexiglas, l'indice vaut 1,5. Ça veut dire que la lumière va 1,5 fois moins vite dans le plexiglas que dans l'air. Typiquement, dans l'air,
c'est comme dans le vide, 300 000 km par seconde. Dans le plexiglas, seulement 200 000. D'accord? Il suffit de faire 300 000 divisé par 1,5. Deuxième remarque, qui est d'ordre mathématique aussi, mais plus d'ordre de méthode, qui rejoint aussi la problématique expérimentale. Vous avez un milieu, vous cherchez à trouver quel est l'indice de ce milieu. Alors, trouver l'indice d'un milieu, ça ne se fait pas avec une seule mesure. En physique, lorsqu'on veut trouver la propriété d'un objet, d'un corps, d'un milieu, on ne va pas se contenter d'une seule mesure. On va faire plusieurs mesures et on va faire une statistique sur cet ensemble de mesures. Pour nous, la statistique, elle est simple. On fait plusieurs angles d'incidence, I1. Pour chaque angle d'incidence I1, on va mesurer I2. On peut calculer sinus I1 et sinus I2 pour chaque angle. Et du coup, pour chaque valeur de sinus I1, on va repérer la valeur de sinus I2. On a un nuage de points. Ce nuage de points est plus ou moins aligné sur une droite. On va tracer cette droite. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que si je réécris cette loi de cette manière-ci, j'ai quoi? En divisant tout par N1, j'ai sinus I1 qui vaut N2 divisé par N1 fois sinus I2. J'ai une relation de type proportionnel entre sinus I1 et sinus I2. Non pas entre I1 et I2. Il n'y a pas proportionnalité entre I1 et I2. Il y a proportionnalité entre sinus I1 et sinus I2. Et le coefficient de proportionnalité entre les deux, c'est N2 sur N1. Si vous vous rappelez le cours sur la proportionnalité que vous avez fait en mathématiques en collège, vous avez un tableau de proportionnalité, il y a un coefficient toujours le même qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Et bien ici, le coefficient de proportionnalité, c'est N2 sur N1. Comment est-ce que je le trouve? Je trace la droite sinus I1 en fonction de sinus I2. C'est une droite, donc c'est la droite représentant une fonction linéaire, y égale a fois x. Et le coefficient directeur, la pente de cette droite, c'est N2 sur N1. Donc on trace la droite, on trouve le coefficient directeur. Ce coefficient directeur vaut N2 sur N1. Si on a N1, on en déduit N2. Si on a N2, on en déduit N1. Donc c'était l'autre remarque de type mathématique et méthodologique que je voulais faire. Donc, la lumière se propage en ligne droite à condition qu'il n'y ait pas de changement dans le milieu. S'il y a un changement dans le milieu n'est plus homogène, il y a un changement de direction. Si l'indice passe d'une valeur donnée à une valeur plus grande, eh bien, le rayon se rapproche de la normale. Si on passe d'une valeur d'indice donné à une valeur plus petite, le rayon s'écarte de la normale. Cette déviation, c'est lié au fait que la lumière cherche à faire le trajet le plus rapide et pas forcément le plus court. Et donc, ça nous amène à cette définition de l'indice. Vitesse de la lumière dans le vide divisé par vitesse de la lumière dans le milieu. Maintenant, quelques cas concrets de qu'est-ce qui fait varier l'indice. Eh bien, on en a vu au moins un dans le programme lorsqu'on a travaillé sur les spectres. Effectivement, on a utilisé un prisme pour pouvoir disperser la lumière blanche. Alors, ce trait noir, c'est la lumière blanche. Et je vous rappelle qu'on a placé un écran dans le pinceau de lumière qui est obtenu par un prisme qui était mis sur le trajet de la lumière blanche. Et ici, on a vu l'étalage des couleurs. Donc, c'est ça qu'on appelle le spectre. On a vu l'étalage des couleurs qui composent la lumière blanche. En fait, à quoi c'est dû? C'est que ici, le matériau du prisme y est pour quelque chose. Il a un indice qui varie en fonction de la couleur, c'est-à-dire en fonction de la longueur d'onde. Et comme son indice varie en fonction de la longueur d'onde, eh bien, la réfraction n'est pas la même pour le rouge, ni pour le vert, ni pour le bleu. D'où une séparation des couleurs. D'accord? Donc ici, on a l'illustration du fait que l'indice varie en fonction de la longueur d'onde. Ici, quelque chose de très classique, vous l'avez déjà vu en marchant, ou bien en voiture, ou bien dans certains films, des fois on le voit, par temps chaud,
le goudron d'une route, d'accord, va chauffer l'air qui est juste au-dessus de lui, ce qui fait qu'ici vous avez de l'air chaud, et au-dessus, vous avez de l'air qui est plus froid, puisqu'il n'est pas près de la route. Que se passe-t-il? Si vous avez ici une portion de ciel bleu, évidemment vous la voyez directement, vous voyez c'est une portion de ciel bleu, mais cette portion de ciel étant comme renvoyant la lumière qu'elle reçoit par ailleurs, va renvoyer aussi la lumière dans toutes les directions, y compris vers la route. Et vers la route, l'indice n'est pas le même, l'indice optique n'est pas le même à cause de la température que plus haut. Et ça va dévier petit à petit, c'est faire une réfraction progressive de la lumière qui va être renvoyée vers le haut. Et donc vous voyez quoi? Vous êtes dans l'illusion que ce que vous voyez est en ligne droite à l'autre bout de ce que vous voyez. Et donc, on croit voir ici une flaque d'eau. Donc ça, c'est le mirage classique de l'oasis dans le désert, de la flaque d'eau sur la route. Et donc là, ici, on a l'illustration que l'indice optique peut varier en fonction de la température, indice de l'air. Ici, l'indice, dans l'eau, vous avez une cuve avec, vous avez mis beaucoup de sel, beaucoup de sucre, et vous avez rempli de façon extrêmement délicate pour que l'eau ne vienne pas faire un mélange du sel et du sucre dans tout le volume, mais que globalement le sel ou le sucre reste au fond. Donc ici, vous avez de l'eau qui est très riche en sucre, en admettant que c'est du sucre, et ici de l'eau dans laquelle il n'y a quasiment pas de sucre. Eh bien, ça fait varier l'indice de l'eau. Vous pointez un laser, vous faites rentrer un rayon dans la cuve, et bien, à cause des différences de densité de sucre dans l'eau, enfin de densité, oui, de densité, eh bien, c'est-à-dire la densité de l'eau varie à cause du sucre, eh bien, ce rayon va être réfracté aussi petit à petit et va être dévié de sa trajectoire initiale. D'accord? Donc ici, on a un indice qui varie en fonction de la masse volumique, typiquement de l'eau. Ce phénomène peut être vu comme un défaut, mais pour nous, il est extrêmement pratique. D'abord, on va voir qu'il est fondamental pour comprendre comment agissent les lentilles convergentes ou divergentes. Et ensuite, ce phénomène en particulier est très utilisé dans la fibre optique pour guider un faisceau lumineux d'un bout à l'autre. Alors maintenant, notre énigme. Qu'est-ce qui fait que mon crayon semble cassé et que la cassure du crayon n'est pas la même, je ne la perçois pas de la même manière en fonction de mon angle d'attaque, voyez, par rapport aux faces du verre. J'ai volontairement pris un verre qui n'est pas cylindrique, parce que sinon, à chaque fois, quel que soit le tour, on verrait le même angle d'attaque puisqu'on a affaire à un cercle. J'ai volontairement choisi un verre qui a une forme assez proche de triangulaire. Ici, j'ai mon crayon. Alors, la partie de mon crayon qui est proche de la surface de l'eau. Et ici, j'ai la paroi du verre. Si j'observe le crayon dans le verre, perpendiculairement à la paroi du verre, eh bien, la partie qui est dans l'eau, que je fais en bleu, n'est pas déviée en passant de l'eau au verre et du verre à l'air. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire dans cette expérience, dans cette expression-là. Si vous arrivez selon la normale, donc c'est-à-dire avec I1 égale 0, vous avez forcément I2 qui vaut 0, c'est-à-dire le rayon n'est pas dévié. De même, la partie du crayon qui est dans l'air, eh bien, pour moi, de façon évidente, ne sera pas déviée non plus. Ok. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Si vous vous mettez vraiment face de façon perpendiculaire à la face de séparation avec les deux milieux, avec l'eau et l'air,
votre crayon n'est pas cassé, vous n'avez pas d'illusion d'optique. Par contre, si vous observez depuis ici, si j'observe la partie du crayon qui est dans l'air, eh bien, là, il n'y a pas de problème. Là, le verre est suffisamment fin pour qu'il n'y ait pas de phénomène de réfraction appréciable à cause du verre. Et donc, là, on part en ligne droite. Ok. La partie du crayon qui est immergée. Toujours pareil. La lumière va passer plus de temps, moins de temps dans un milieu où elle va moins vite, et plus de temps dans un milieu où elle va plus vite. Donc, hein, ici, en bleu, c'est la partie qui est dans l'eau. Hein, on est en vue de dessus. Hein. Donc, il va y avoir cette réfraction-là. D'accord ? Je ne considère que les rayons qui vont arriver dans mon œil. Hein. C'est sûr qu'un rayon qui part d'ici et qui est dans l'eau sera dévié et n'arrivera pas dans mon œil. D'accord ? Donc là, on est en vue de dessus. Hein. Vue de dessus. En bleu, en vert, en rouge, j'ai dessiné la partie qui était dans l'air. Et en bleu, la partie qui est dans l'eau. Moralité, l'illusion d'optique, qui est que ce que je vois est forcément à l'autre bout d'une ligne droite, d'accord, qui est celle qui prévaut dans le cas du mirage, me fait dire que la partie du crayon qui est dans l'eau est ici. D'accord ? D'où cette cassure au niveau de la surface de l'eau entre la partie qui est dans l'eau et la partie qui est dans l'air. Ok ? Donc voilà, nous avons résolu notre énigme. Ce sera tout pour cette leçon. J'espère qu'elle vous apportera ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.